Clipper. Si vous êtes dans le milieu de l'impression 3D, vous avez sûrement entendu ce mot, Clipper. Clipper, c'est un firmware, un microprogramme qui est utilisé dans votre imprimante 3D. Le gros avantage de ce microprogramme, c'est qu'il va améliorer la vitesse et la précision de l'imprimante en déportant une partie du travail vers un ordinateur externe. Alors quand je dis ordinateur, carte, ordinateur, enfin bref. L'important, c'est que en déchargeant une partie de l'imprimante de ce genre de travail, eh bien, ça va améliorer la vitesse et la précision. On voit de plus en plus d'imprimantes sortir sous Clipper, puisque évidemment, imprimer plus vite tout en ayant la même qualité, c'est ce qu'on recherche tous. Ça permet d'aller plus vite dans notre travail, plus vite dans notre production, donc c'est extrêmement important. Du coup, Geekbuying m'a envoyé une imprimante sous Clipper, que vous voyez ici, à savoir la Creality K1, ou K1, comme vous préférez. Bref, c'est une des premières imprimantes sous Clipper qu'a sorti Creality. Et puis du coup, on va regarder ce qu'il y a dans le carton, on va tester et on va voir ce que ça donne, aussi bien en termes de rapidité qu'en termes de qualité. Eh bien écoutez, on se retrouve tout de suite après ça. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce gros carton? Normalement, c'est une imprimante qui est complètement montée. Hop. Donc, une imprimante enceinte fermée, comme on en voit pas mal. Alors, la documentation, des stickers, ça je pense que c'est le capot supérieur. Alors l'avantage avec une imprimante complètement fermée comme ça, c'est qu'on va pouvoir imprimer plus facilement des matériaux comme l'ABS par exemple. Les matériaux qui ont tendance à faire du warping si jamais l'environnement n'est pas à la bonne température. Là, comme on a une enceinte fermée, on va pouvoir garder une température constante à l'intérieur de la machine et du coup imprimer des matériaux un peu plus délicats à imprimer. Bon, moi ça m'intéresse pas forcément parce que j'imprime pas ou très peu d'ABS, mais c'est toujours bon à savoir. Alors, bon, je vais descendre le carton pour pouvoir sortir la bête. De la mousse, de la mousse, et la machine, si elle veut bien venir. Allez. Joli bestiau. La poignée de la porte. Comme d'habitude, c'est très bien emballé. Il profite de l'intérieur de la machine pour nous mettre la boîte avec les différents éléments supplémentaires.
supplémentaires qui servent à mettre en place la machine. Ici, on a l'écran externe. Hop. Qui va se positionner. En bas. Oui, en bas. Ici. Alors. Encore de la mousse. On va ouvrir la porte. Pas terrible ces gros scotch, ça laisse des marques de colle. C'est pas ça qui va faire que l'imprimante va moins bien fonctionner, mais bon, c'est pas très propre. C'est dommage. Après, ça protège assez bien quand même la machine. Désolé pour le bruit, c'est pas très ASMR. Donc là c'est enlevé. Là on enlève aussi. Et là on a l'arrière. Ventilation, insertion du filament, avec, enfin oui c'est même certain puisque c'est branché, un détecteur de fin de filament. Ici, pour mettre le porte-bobine, le branchement de l'alimentation, le bouton on-off. Est-ce qu'il y a un endroit où on détermine le voltage? C'est ici. C'est dans le petit trou qui est là. Et on est bien en 230 volts. C'est bon. Alors, on ouvre. Il y a un truc qui a l'air de s'être cassé la figure. Est-ce que c'est une protection? Est-ce que ça sert à quelque chose dans l'imprimante? Je ne sais pas. Ça, c'est juste de la protection. Et pour l'instant, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oh, des pieds! Ça, c'est pas fréquent. On a 4 pieds en caoutchouc qui vont venir se glisser sous l'imprimante, histoire d'absorber les vibrations. Ça, c'est cool. Le porte-bobine qu'on va venir installer à sa place. Crac! Hop là, facile. On va brancher l'écran. Ok, bien faire attention de le mettre dans le bon sens. Ok, faut y aller franco. Voilà.
la porte qui reste pas fermée. C'est pas très grave. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte à matos? Un peu de filament, comme d'habitude. Une tige métallique pour déboucher. Du scotch un peu caoutchouteux, de la bande caoutchouteuse collante. Hop. La pince coupante. Ça, on en a à chaque fois qu'on a une imprimante. Après, c'est super utile. Forcément, moi j'en ai plein, mais quand c'est la première imprimante que vous avez, vous êtes bien content qu'elle soit fournie avec. Content ou contente d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une spatule plastique, c'est rigolo, c'est plus des trucs qu'on retrouve dans les imprimantes résine, mais écoutez, pourquoi pas. Une clé, de la graisse pour l'entretien de la machine, une clé USB, de la colle pour mettre sur le plateau, et encore différents outils qui vont nous aider pour le montage et quelques pièces de rechange. Voilà, on a fait le tour. Alors, au niveau de la machine, le plateau magnétique. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Enlever la surface de protection avant d'utiliser. Et ensuite, il faut qu'on enlève des vis au niveau de la plateforme. Ok, des vis qui fixent en fait le plateau pour éviter qu'il s'abîme pendant le transport. Donc on va aller chercher le tournevis qui est fourni. Hop là. Où sont les vis? Ok. Alors c'est pas avec le tournevis qu'on doit y aller. Alors je sais pas si vous voyez, mais ici il y a une petite flèche jaune. Mais en fait vous en avez trois. Vous en avez une au fond et une des deux côtés qui vous indique les vis qu'il faut dévisser pour libérer le plateau. Et 2, 3. Alors j'ai trouvé d'où vient le cache, je vous montre. Voilà, c'est un cache qui sert à cacher tous ces fils. Crac. Et voilà, remis en place. Vous voyez, petite flèche jaune, petite flèche jaune, petite flèche jaune. Un ventilateur qui va servir à ventiler la chambre. Un gros ventilateur qui va servir à ventiler la surface d'impression. Ici on a un connecteur, je ne sais pas à quoi il sert. Et ici on a la tête d'impression. Est-ce qu'elle s'ouvre? Non, elle n'est pas magnétique.
comme une certaine autre imprimante qui ressemble beaucoup à celle-ci. Ok. Ah, ça c'est pas mal ça. Petit tableau des températures suivant les filaments utilisés, avec aussi la vitesse des ventilateurs, la vitesse d'extrusion, la vitesse volumétrique d'extrusion et la vitesse d'impression aussi quand on imprime en 200 microns. Ça c'est cool. Alors ensuite on enlève la protection du plateau. Plateau très fin avec un revêtement que recto, pas de revêtement recto verso. Un petit texte ici qui nous dit d'appliquer de la colle avant d'imprimer. Donc c'est pas forcément pour que le modèle adhère mieux, c'est pour protéger le plateau. Et je vous conseille de le faire. J'ai un petit peu abîmé le plateau de la NDR3 V3 SE en faisant ma tête de mule et en n'appliquant pas de colle dessus. Et du coup la pièce a un peu trop collé et ça a enlevé un petit bout du revêtement. Hop. Bon, bah ça me semble être bon. Je vous montre juste ça. Voilà. Il y a 2 aimants, ce qui permet de le maintenir attaché. Bon, ça permet d'avoir une enceinte fermée. Sur le dessus, ça tient pas mal. Sur les côtés, c'est pas... Enfin, c'est vissé, hein, mais ça bouge un peu. J'espère que ça va pas générer des vibrations quand la machine va être en route. En tout cas, j'enlève le couvercle et je laisserai la porte ouverte pendant l'impression, car j'ai vu récemment qu'en fait, quand on imprime du PLA, il vaut mieux laisser la machine ouverte pour qu'il y ait un flux d'air. Si on laisse la machine fermée, on a plus de chances de boucher les buses et de boucher la tête d'impression. Donc maintenant, j'imprime avec les portes ouvertes. Alors ça fait plus de bruit, mais bon, ça évite de devoir changer ces têtes d'impression régulièrement. Allez, on branche la bête. Ah. Elle était donc allumée. Avant de regarder ce qu'il y a sur la clé, on va peut-être faire un petit focus sur l'écran. Alors au niveau de l'écran, après avoir fait suivant sur tout le paramétrage de base de la langue, où il nous explique encore une fois d'enlever les vis, enfin, bref, il nous donne des conseils, etc. Du coup là on arrive sur le processus d'autotest et on nous dit que ça va durer environ 11 minutes. C'est parti. Je vais vous épargner ces 11 minutes d'autocontrôle. Donc ce qu'il faut savoir sur cette phase de test, c'est que la machine va tester les ventilateurs, va tester la chauffe de la tête d'impression, la chauffe du plateau, les mouvements aussi des différents éléments. Il va y avoir une phase où la tête va vibrer, va d'ailleurs vibrer assez vite et assez fort. C'est pour faire un test de compensation de vibration. Voilà, c'est ce qui va permettre à la machine d'imprimer vite, tout en sacrifiant le moins possible à la qualité. Ensuite, il va y avoir évidemment l'auto-nivellement du plateau, voilà, en différents points.
de façon à ce que le plateau soit parfaitement calibré pour l'impression. Voilà. Donc la machine fait tout toute seule et ça va permettre après assez rapidement de pouvoir lancer sa première impression. On va en profiter pour faire un point rapide sur la machine. Donc voilà la Creality K1, donc imprimante 3D vitesse épique. Donc on nous promet 600 mm par seconde, jusqu'à 600 mm par seconde, 12 fois plus rapide qu'une imprimante classique. Voilà, rapidité de déplacement 800 mm par seconde, accélération à 20 000 mm par seconde, que de chiffres énormes. Un slicer ultra performant, Creality Print 4.3, donc ça on en reparlera. La double ventilation du modèle, voilà, donc on a le ventilateur assez imposant à la droite de la machine, et aussi un ventilateur au niveau de la tête d'impression. La machine est prête à l'emploi, voilà, elle arrive assemblée et précalibrée, ça c'est vrai, donc c'est quand même un bon gain de temps. Alors évidemment, il y a l'autocontrôle qui dure 11 minutes, mais c'est pour contrôler que durant la livraison, eh ben, en fait, il n'y a pas eu des problèmes, donc voilà, ça recontrôle un certain nombre de points, on en a parlé juste avant, pour vérifier que tout fonctionne comme il faut. Plaque d'impression flexible et magnétique. Voilà, ce qui va faciliter le décollement des pièces. Attention par contre à la fragilité du revêtement. On y reviendra. Nivellement automatique. Voilà, c'est fait pendant l'autocontrôle. Au niveau des caractéristiques, volume d'impression 220 par 220 par 250. Ça c'est quand même assez important que vous ayez cette information. Après pour le reste, poids de la machine 12,5 kg. Voilà, ça arrive avec une buse de 0,4 et on est, oui ça aussi c'est important, on est en direct drive, donc avec un double engrenage pour l'entraînement du filament. Le filament est quand même inséré par l'arrière parce qu'il y a un détecteur de fin de filament. Voilà, avec un Bowden qui est juste là pour guider le filament jusqu'à la tête. Mais écoutez, on va s'arrêter là sur les caractéristiques, on va pas y passer un quart d'heure non plus. Et on retourne à la machine. Alors, autocontrôle achevé. Oui. Donc là, on est sur la page d'accueil de l'écran. On a cette zone qui va nous indiquer en fait les températures. Température de la buse, température du plateau et température de l'enceinte. Sachant qu'on peut cliquer directement sur la température pour rentrer une valeur pour que la buse atteigne cette valeur. Par exemple 50, hop, ok. Voilà, la buse chauffe, le ventilateur de la tête d'impression s'est mis en route. Et voilà, on est arrivé à 50. Vous voyez cette petite colline qui représente la montée en température de la buse. Et le plateau, lui, il est resté à 19 degrés. Donc voilà, vers le plateau bleu la buse. Hop, on va le remettre à 0. Ok. Ouf. On va aussi avoir la possibilité d'allumer ou d'éteindre les lampes LED de la machine. Et on va avoir la possibilité de gérer les ventilateurs. Donc voilà, si je veux, je peux augmenter les ventilateurs. Et alors, si je mets tout à fond, c'est là qu'on se rend compte qu'elle fait quand même un peu un bruit d'aspirateur. Voilà. On est à peu près à 78-79 dBA. Allez, on coupe tout. Voilà, donc sachant que au repos, du coup, elle est plutôt
Ouais, elle est plutôt à 55. Ok, on revient à l'accueil. Bon, on a vu tout ce qu'il y a là. Tiens. Ça me dit que il y a le Wi-Fi, ok. Ici, on va avoir accès du coup à la partie mouvement. Donc on va pouvoir déplacer la tête et le plateau. Donc Z pour déplacer le plateau avec la distance qu'on souhaite que le mouvement parcourt. Donc 1 mm, 10 mm, 30 mm. Hop, je descends le plateau. Tiens, il veut pas. Ça ne marche pas, pourquoi? Donc ici on va aussi pouvoir changer la température du plateau et de la tête. Mais alors pourquoi le mouvement ici ne marche pas? Je ne sais pas. Est-ce que je peux me... Ah si, je peux faire un home quand même. Bon, du coup il faut que je patiente qu'il ait fini son déplacement pour se réinitialiser au point de départ. Et alors... Ah ça y est. Maintenant ça remarche, ok. Z, ça veut pas. Hein. Bon, ok. Extrusion retrait, c'est là qu'on va venir pour insérer et extraire le filament. Refroidissement, bah c'est là où on était quand on a appuyé directement sur les ventilateurs sur la page d'accueil. Voilà, donc là on a vu toutes les fenêtres de ce bouton. Ensuite, le petit dossier, c'est là qu'on va avoir nos fichiers. Donc on a le lecteur USB avec les différents fichiers. Tac. On a un historique qui est l'historique des impressions qui ont été faites. Et le local, en fait, c'est les impressions qui ont été copiées sur la machine. Parce que il met les impressions, il enregistre les impressions sur la mémoire interne avant de lancer l'impression. Ce qui permet de ne pas lire directement depuis la clé USB. Donc si jamais il y a un problème de contact, de connexion, que la clé USB elle merde, et ben, s'il a bien copié en cache le fichier, vous n'êtes pas embêté, l'impression se passera bien quand même. Hop. Ensuite, alors oui, quand même, à ce niveau-là, donc il y a un certain nombre de fichiers, parce que j'ai fait des tests. Et oui, c'est au niveau chronologie, c'est pas tip top, mais bon, comme le déroulé que j'avais fait au départ était pas terrible, je refais un déroulé d'écran après avoir fait mes tests, c'est pas très grave. Il faut juste savoir qu'au démarrage, il y avait 3 fichiers déjà dans la machine, ce fichier 4, ce fichier test et ce fichier 3D Benji. Voilà. Donc c'était ça c'est fait. Maintenant le paramétrage système, donc on va pouvoir jouer sur la luminosité de l'écran, on va pouvoir jouer sur la mise en veille de l'écran, la langue de l'écran, l'autocontrôle, ça va être pour relancer le diagnostic qu'on a fait, enfin que je ne vous ai pas montré mais que j'ai fait, qui va donc permettre de refaire le nivellement du plateau, etc. Hop. Ensuite, ça, s'il est activé, ça veut dire que quand il y aura une mise à jour, on sera informé. Fuseau horaire, pour que ce soit très intéressant. Relié au Creality Cloud, ça c'est pour avoir accès à des fichiers directement dans la machine. Donc du coup, vous n'avez même plus besoin d'ordinateur pour pouvoir imprimer. Vous imprimez directement avec la machine. Exporter le journal, ça va être pour tout ce qui est erreur, etc. Là, on a la version du firmware. Hop, si je clique dessus, dernière version en cours,
si je clique sur oui, je pense qu'il va aller faire une recherche, mais comme la machine n'est pas connectée en réseau, ça ne marchera pas. Réinitialiser les valeurs par défaut. Ok, et ça, c'est les informations sur la machine. Ici, c'est la connexion au réseau. Ici, c'est la caméra. On va voir la liste des vidéos pour les timelapses, paramètres de la caméra, est-ce qu'on fait des timelapses. Fonction IA, ça c'est pour des vérifications qui sont faites grâce à la caméra, pour vérifier que tout se passe bien, la première couche, etc. Sauf que, de ce que je vois, je n'ai pas de caméra dans cette machine. Je pense que ça doit être une option supplémentaire. Hop, et enfin, on a ce qui concerne les informations, donc la FAQ, le manuel en ligne, les codes d'erreur, etc. Et le journal des erreurs, tout ça. Et ben voilà, on a fait le tour de l'écran. On va pouvoir maintenant lancer une impression. Évidemment, on va insérer le filament que Creality nous a fourni, comme d'habitude. Hop. Alors, c'est du PLA, température de la buse, on va la passer à 220. Allez, je passe derrière la machine. Je sais pas pour vous, mais moi je suis pas fan du fait de mettre le filament par l'arrière. Alors c'est sûr, ça fait gagner de la place dans la largeur. Pour les fermes d'impression, ça permet de mettre plus de machines les unes à côté des autres. Mais alors, par contre, si vous n'avez pas accès à l'arrière de vos étagères pour mettre le filament, bon courage. Bref. Alors, comment est-ce que ça marche là? Extruder. Il chauffe la buse. Ok, donc ça se fait en automatique. J'imagine qu'il va... J'ai poussé le filament jusqu'à ce qu'il s'arrête. Alors là, c'est censé extruder. Ouais, ça tire bien mon filament. On va attendre que ça sorte. Ça s'est arrêté. On va refaire extruder. Ah oui, ça m'a mis terminé. Ça, c'est pas cool parce que du coup, ça extrude que pendant un certain temps. Et ça attend pas qu'on valide le fait que ça a extrudé comme il faut. Voilà. Là, c'est bon. Waouh, ça tombe dans le ventilateur à côté. C'est pas top, ça. Et ça recommence. Ok, c'est terminé. Parfait. Alors, on va lancer une impression. D'abord, on va faire ce qu'on nous a dit. Protéger le plateau magnétique. Alors moi, je suis pas forcément fan du tube de colle, donc je préfère utiliser de la laque. Hop là. Voilà. Alors évidemment, il ne faut pas utiliser n'importe quelle laque, puisqu'il y a des laques, certaines laques qui sont plus graissantes que d'autres. Si vous utilisez de la laque trop graissante, bah forcément vos pièces ne vont pas adhérer au plateau. Moi, depuis des années, j'utilise cette laque-là, qui marche très bien pour quand vous avez des problèmes de pièces 3D qui n'adhèrent pas bien. Enfin voilà, il y a certains plateaux, par exemple des plateaux verts vraiment lisses, ou certaines surfaces qui n'adhèrent pas forcément bien. Ben, un petit coup de ce type de laque, ça fixe bien. Et ça ne graisse pas le plateau. Et ben on est parti pour imprimer notre petit Benchy.
Et on nous promet, si mes souvenirs sont bons, un benchy en 16 minutes. Et ben c'est parti. Il va imprimer plateau 50 degrés, buse à 210, si nous avons 16 minutes. Et 3,7 mètres de filament. C'est parti. Ok, on est toujours dans les 75. Et donc là on est en vitesse réelle. C'est pas accéléré, c'est la vitesse à laquelle elle imprime vraiment. Et voilà notre benchy imprimé en 16 minutes. La qualité est pas mal, hein. La vitesse à laquelle ça a été imprimé. On a quelques problèmes d'accélération. Ça se voit pas super bien sur ce filament. Voilà. Au niveau des porte-à-faux, c'est pas mal. C'est pas parfait, mais c'est vraiment pas mal. Le texte sur l'arrière, on voit pas mal de défauts liés à l'accélération. Mais bon, c'est un peu logique vu la vitesse à laquelle ça a été imprimé. Donc, bah écoutez, voilà, un benchy vraiment que je trouve de bonne qualité, très bonne qualité même pour un benchy qui a été imprimé en 16 minutes. Maintenant, on va voir ce que ça va donner en imprimant nos propres modèles. Bon, bah nickel. 20 partout. Donc je crois qu'au niveau précision, on est pas mal. Allez, maintenant, on va tester avec un autre filament.
voilà arrivé à la conclusion de cette vidéo. Conclusion qui va être un petit peu longue parce qu'il y a des choses à dire et pas forcément que sur cette machine. Aujourd'hui, au niveau des imprimantes 3D, le grand truc, c'est les machines qui vont super vite. Voilà, on nous vend du 600 mm par seconde, des accélérations à 20 000 mm par seconde. Enfin bref, c'est la vitesse, la vitesse, la vitesse, la vitesse. Ça me rappelle un petit peu la guerre des mégapixels au niveau des appareils photo, et même au niveau des téléphones, qui a eu et qui a peut-être même encore. Voilà, toujours plus, toujours plus. Et au final, on se rend compte que ça reste quand même de la donnée marketing. Alors évidemment, je ne dis pas que la Creality K1 n'est pas rapide. Elle est rapide, elle est plus rapide, nettement plus rapide que certaines autres de mes imprimantes, mais de là à dire que c'est une machine qui va 6, 7, 8, 10 fois plus vite que les autres machines, il y a un moment, il faut se calmer un petit peu. Il faut quand même pas oublier qu'on reste limité à des déplacements, à des durées de couches, de façon à ce que le plastique, par rapport à comment réagit le plastique, etc. Donc ce n'est pas qu'une histoire de déplacement de tête, d'impression. Et le test de cette Creality m'a encore fait remarquer que on a beau changer la vitesse d'impression, ben ça ne change pas forcément la durée d'impression. Hein, voilà, cette impression que j'avais déjà eue, alors, impression, pas impression 3D, hein, cette impression que j'avais déjà eue avec la Ender 3 V3 SE, où au final j'arrivais pas à atteindre les vitesses que je voulais, enfin en tout cas les durées d'impression que je voulais, que même des fois en augmentant la vitesse on se retrouvait avec des durées d'impression qui étaient limite plus longues, ben, on retrouve la même chose avec cette Creality K1. Alors est-ce que c'est lié à Creality Print? Est-ce que c'est lié au fait que comme c'est plus compliqué que ça, au final on n'a pas forcément ce qu'on attend de tout ça en termes de durée d'impression? Je ne sais pas, mais en tout cas c'est un petit peu frustrant et du coup je pense que ça le mériterait, dédier une vidéo à ces histoires de rapidité, de qualité d'impression, de solidité aussi des objets qui sont imprimés. Voilà, un petit peu ce côté rapidité, qualité, solidité, à creuser un petit peu plus tout ça pour voir ce qu'il en est. En tout cas, donc concernant la K1, c'est sûr que le Benchy, qu'elle nous imprime en 16 minutes, Benchy donc qui est un fichier déjà dans la machine, il est très qualitatif et il s'imprime en 16 minutes. Donc il s'imprime vite et il s'imprime bien. Par contre, je pense que Creality a optimisé son G-code aux petits oignons pour arriver à ce résultat. Moi j'ai essayé d'avoir un résultat, alors même pas égal, hein, d'avoir un résultat proche, même en montant à 600 mm par seconde au niveau du slicer, en augmentant la vitesse des premières couches, en augmentant la vitesse des contours, etc. Le mieux que j'ai fait, j'ai pas fait non plus 50 tests, hein, c'était pas le sujet de cette vidéo, mais voilà, je suis descendu à 33 minutes, et avec un Benchy qui est qualitatif, il n'y a pas de souci, mais qui n'a pas la qualité de surface de ce Benchy qui est de ce Benchy qu'on a directement dans les fichiers de la machine. Donc voilà, donc du coup, bon, ce Benchy c'est bien, ça montre ce que peut faire la machine, ça montre qu'elle est capable de faire quelque chose de très qualitatif. Si derrière, on n'a pas les réglages pour pouvoir faire la même chose, moi j'ai pas envie de passer des heures et des heures et des heures à calibrer tout ça pour arriver à un très bon résultat. Ce que je veux, moi, c'est avoir une machine, je la sors du carton, je la branche, je l'allume, j'imprime et j'ai une très bonne qualité d'impression. C'est quand même ça le but pour éviter de perdre du temps. Petit point important quand même aussi vis-à-vis de la vitesse, parce que je pensais qu'il y avait un autre point marketing
au niveau des nouvelles imprimantes super rapides, qui au final ne l'est peut-être pas, c'est ces nouveaux filaments PLA ultra rapides qui sortent. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que Creality aurait pu nous donner une bobine de PLA classique, mais non, ils nous fournissent une petite bobine d'hyper PLA, qui est donc un PLA censé pouvoir s'imprimer beaucoup plus rapidement. Et bien, en faisant le test d'impression du Benchy, du coup, qui est directement dans la machine, avec du PLA classique, alors c'est pas du PLA Creality, hein, j'ai pris du PLA, c'est du GST 3D, donc c'est plutôt du PLA bon marché, donc en imprimant à la même vitesse, donc 16 minutes aussi. Je me retrouve avec un Benchy qui est qualitatif, il n'y a pas à dire, il est relativement beau, mais il a quand même des défauts au niveau des couches, de très légers décalages qu'on ne retrouve pas sur le Benchy imprimé en hyper PLA. Donc du coup, c'est peut-être pas si marketing que ça, il y a peut-être vraiment une technologie ou un PLA plus technique qui a été créé pour permettre d'imprimer plus rapidement. Voilà, ça c'était un petit point qui était important, parce que du coup, comme on peut le voir sur ce tableau, on nous conseille d'imprimer l'hyper PLA en 300 mm par seconde, alors qu'on nous propose d'imprimer le PLA normal à 200 mm par seconde. Voilà, d'ailleurs, ça me fait rebondir encore une fois sur ces histoires de vitesse. Vous voyez, marketingment parlant, on nous vend du 600 mm par seconde. Oui, la machine peut imprimer jusqu'à 600 mm par seconde. Et puis, à côté de ça, on nous conseille d'imprimer l'hyper PLA à 300 mm par seconde, et pas à 600 mm par seconde. Donc il y a un moment, c'est un peu comme les voitures qui peuvent rouler à 340, mais on est limité sur la route à 130. Enfin bref, je m'égare. Du coup, revenons-en à la machine. La machine, elle a plusieurs points forts. Hein. C'est une machine qui a l'air solide. Je veux dire, le boîtier est vraiment solide. Alors j'avais un petit peu peur au niveau des joues qui étaient vissées, qui avaient un peu tendance à bouger, donc j'avais peur qu'avec les vibrations assez intenses de la machine, que ça risque de vibrer à ce niveau-là et à faire du bruit. C'est pas le cas. Hein. En tout cas, c'est pas ça qui nous gêne au niveau du bruit. Ce qui nous gêne au niveau du bruit, c'est plutôt les ventilateurs. Et ça, c'est quand même le truc un petit peu gênant de la machine, c'est qu'elle fait un boucan de tous les diables. Voilà, donc on peut monter jusqu'à 80 dB. Je ne sais pas à quoi ça correspond, mais en tout cas, quand vous êtes dans la même pièce, vous savez qu'elle travaille, vous l'entendez, et c'est un petit peu fatigant. Même quand elle a fini d'imprimer, elle va rebalancer un bon gros coup de soufflerie pendant un certain temps, certainement pour refroidir la tête, je sais pas. Et du coup, bah, ça continue à faire du bruit alors qu'elle a fini d'imprimer, quoi. Donc si je devais lui trouver un point noir, ce serait ça, ce serait le problème du bruit. Parce qu'à côté de ça, sinon au niveau matériel, ça fonctionne bien. Bon, alors j'ai pas démonté la tête, mais en tout cas ça a l'air relativement solide au niveau des axes, au niveau des moteurs. Bon, bah, de toute façon pour l'instant on n'est qu'au début, donc on ne sait pas combien de temps ça va durer. Mais ça a l'air assez solide, ça a l'air plutôt bien fait. Voilà, donc je la trouve relativement qualitative, sachant que bah, c'est une machine que vous pouvez toucher à 399 €, on va dire 400 €. Donc pour une machine qui est plus rapide, qui est qualitative, qui sort des impressions de bonne qualité, alors pas exceptionnelles. Hein, j'ai des machines qui m'ont sorti directement en sortie de carton des impressions de meilleure qualité. Mais ce sont soit des machines qui coûtent nettement plus cher, comme la Bamboo Lab X1C Carbone, qui coûte quand même vachement plus cher que cette machine, ou alors des machines qui sont beaucoup plus lentes. Je pense par exemple à la Prusa MK3, ou alors une machine que j'ai achetée récemment, la Sovol S06, qui est très qualitative mais qui est beaucoup plus lente. Donc il y a un moment, il faut faire des choix. Il y a un moment, il faut faire des choix. Si au niveau budget, vous ne pouvez pas vous payer une machine à plus de 1000 €, mais que vous avez besoin d'une machine rapide, eh ben, c'est un très bon choix.
c'est un très bon choix, parce que en termes de qualité, on reste quand même sur quelque chose d'assez qualitatif. Les petits soucis que j'ai rencontrés au niveau de la qualité, c'est, comme vous pouvez le voir sur cette photo, la couture au niveau des impressions 3D. Donc la couture, c'est là où les couches s'arrêtent et redémarrent, et ça fait des espèces de petits... ça peut faire une petite boursouflure. Et cette boursouflure, même si vous vous mettez en... si vous demandez à la cacher, enfin voilà, il y a différentes possibilités via des paramètres dans Creality Print qui pourraient normalement permettre de la cacher, etc. Bah, ça cache pas super bien. Alors peut-être que vous considérez que je suis trop difficile et que cette couture ne vous gêne pas. Après, moi c'est vrai que quand je fais des produits que je veux vendre, bah, il faut qu'il soit le plus qualitatif possible, le plus propre possible, et ce genre de choses, ça peut être un petit peu gênant. À côté de ça, hein, voilà, elle m'a imprimé ce gecko léopard en 5 heures et quelques pour le corps et 1h30 pour la tête, donc à peu près 7 heures. C'est tout à fait correct en termes de rapidité, et puis bah voilà, il est bien articulé, directement en sortie de plateau. Alors j'ai dû enlever le brim, parce que je l'ai quand même imprimé avec un brim, parce que c'était un petit peu risqué de l'imprimer sans. Mais après, voilà, il est bien articulé, tout marche bien, c'est nickel, et c'est imprimé assez rapidement, donc tout va bien. J'ai imprimé aussi donc, ce petit Fidget Toys, vous avez vu dans la vidéo que j'avais un peu galéré à désolidariser certains angles. Comme c'est imprimé en une pièce, forcément il y a un système de rotation à l'intérieur, avec des parties qui sont imprimées en porte-à-faux, et donc suivant la qualité d'impression, comment le plastique va couler, etc., on peut se retrouver avec plus ou moins de résistance pour faire céder les différents axes de rotation. Et voilà, donc j'ai un petit peu galéré, mais au final, j'ai réussi à l'imprimer. Voilà, il fonctionne. Alors j'en ai un autre qui fonctionne mieux, mais qui avait été imprimé sur la Prusa, donc beaucoup plus lentement. Hein, toujours une histoire de choix. Bah, c'est la même chose que j'avais essayé d'imprimer avec la Ender 3 V3 SE, qui n'avait pas du tout réussi à me l'imprimer. Impossible de le débloquer. Voilà, donc là, au moins, avec la K1, j'ai réussi à faire ce modèle qui fonctionne très bien. Donc ça, c'est très positif. Au niveau de mes petits fantômes, je vous avais mis dans la vidéo que je vous montrerai ce que ça donne, parce que c'est vrai que quand on les voit comme ça ressemble pas à grand chose. Mes petits fantômes Pac-Man, bah, au final, c'est pour faire des petits porte-clés comme ça. Donc voilà, quand on leur rajoute des yeux, forcément ils deviennent plus mignons. Sachant que les yeux, je les ai pas imprimés sur cette machine, puisqu'il me fallait du bicolore. Donc je les ai imprimés sur ma Bambu Lab X1C carbone avec l'AMS. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Au niveau de la machine, l'écran OK. J'ai juste trouvé que ça manquait un petit peu d'options quand on était en cours d'impression pour modifier certaines choses. On n'est pas sur le niveau de possibilités qu'on a sur le firmware de Bambu Lab. Voilà, mais bon, j'ai quand même réussi à me faire une petite pause pour changer de filament, ça s'est très bien passé. Voilà, l'insertion, l'extraction du filament se passe bien. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Que dire de plus? Eh bien, que j'ai fait d'autres tests. Parce que au final, je restais un petit peu sur ma faim. Je trouvais que j'étais peut-être pas allé assez loin. Donc, je me suis dit, après tout, cette imprimante, elle imprime du PLA, ok, elle imprime de l'hyper PLA, mais elle peut aussi imprimer du PETG, de l'ABS et d'autres filaments. Alors, j'ai pas imprimé d'ABS parce que, bah, tout simplement parce que imprimer de l'ABS, ça émet des vapeurs toxiques, que j'ai pas l'enceinte fermée qui va bien, etc. pour imprimer de l'ABS, donc j'ai préféré ne pas faire de test avec l'ABS, mais par contre, j'ai fait des tests avec du PETG. Et j'ai aussi refait des tests un peu plus poussés, enfin disons que j'ai utilisé des fichiers de test un peu plus poussés pour retester les différentes vitesses
en PLA et en hyper PLA. On va voir ça juste après avoir parlé du PETG. Donc test du PETG que j'ai imprimé en 120 mm par seconde, ce qui est préconisé au niveau de... Enfin, sur le tableau qu'on a au niveau de la machine. Donc ça m'a imprimé un petit Benchy donc avec du PETG noir qui est assez qualitatif. Voilà, il y a encore, comme toujours, du ghosting. Je ne sais pas si vous le voyez. De toute façon, je mettrai des photos en lien dans ma description sur l'Instagram, histoire que vous puissiez voir en photo tous les éléments que j'ai imprimés. Comme ça, vous verrez mieux que à la caméra. Enfin bref, donc on se retrouve encore avec les mêmes problèmes de ghosting. Et en plus, petit souci au niveau du plafond du Benchy. Vous voyez, on a du filament qui n'a pas bien accroché. Enfin bref, du coup on se retrouve avec une espèce de petite merdouille. Comme ça. Voilà, mais sinon, de manière générale, j'ai imprimé aussi des petits fantômes. Au niveau qualité, c'est pas mal, mais il y a toujours le problème de ghosting. Je ne sais pas si vous allez le voir là, mais au niveau du cube qui sert à clipser son œil, bah vous voyez, on a carrément une rémanence derrière qui fait toute la taille du cube. Voilà. Autre test que j'ai fait, je me suis dit, normalement c'est pas ce que je fais dans mes reviews, mais je vais pas utiliser que Creality Print, je vais aussi faire un test avec Orca Slicer. Donc Orca Slicer, c'est un slicer qui est très proche du slicer qui est utilisé par Bambu Lab. Voilà, donc je voulais voir ce que ça allait donner aussi bien en termes de rapidité qu'en termes de qualité. Via Creality Printer, j'ai imprimé tous ces tests. Alors on va les regarder rapidement. Bon, il y a tout qui se casse la figure. Donc on a sur ce genre de test, on a tout un tas de points qui sont testés. Donc on a la distance qu'on doit mettre entre deux parois pour que ça coulisse. Voilà. Donc là on voit que, vous voyez ici, j'ai pas enlevé le brim, du coup ils sont restés accrochés. Donc voilà, on a plusieurs cylindres et on a plusieurs distances entre le cylindre et l'objet complet. Donc quelle que soit la vitesse, quelle que soit la matière, voilà, là c'est pareil en hyper PLA, on a juste la dernière qui ne se décolle pas, et la dernière c'est du 0,2. Voilà, donc 0,3 il n'y a pas de souci, 0,4, 0,5 tout va bien. Par contre 0,2 ça ne veut pas, en tout cas avec Creality Print. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'angle pour voir un petit peu comment réagit l'imprimante en faisant des porte-à-faux avec un angle de plus en plus important. À ce niveau-là, ça se passe plutôt pas mal. On a juste l'angle 15 degrés qui nous donne, vous voyez, quelque chose de pas super propre sur le dessous. Voilà. Ici, on a aussi du bridging complet. Ça nous permet de voir que ça marche bien. Hein. Voilà. On va avoir aussi du bridging à ce niveau-là. Et là, on voit par contre que sur les bords, ça marche pas super bien. On a vraiment du filament qui pendouille. Du bridging aussi ici. C'est pareil, on voit que ça pendouille dès qu'on commence à être sur des longueurs un petit peu trop longues. C'est-à-dire que les 3 premiers ça va, dès qu'on arrive au 4e ou au 5e, c'est beaucoup moins bien. La tour ici, je pense que ça doit être pour la précision XY, il n'y a pas de problème.
Ce que je trouve pas forcément super, c'est la qualité de surface. Alors celui-là, c'est celui qui a été imprimé en 60 mm par seconde. Il a mis 3 heures à s'imprimer et c'est celui qui a la qualité de surface la meilleure. On parlera des cheveux d'ange après. Dès que j'ai commencé à augmenter la rapidité, je vous ferai une photo, on se retrouve avec une qualité de surface un peu moins bonne. C'est pas catastrophique, c'est pas rédhibitoire, mais c'est un petit peu moins bon. Donc là, on est en 100 mm par seconde en 2h24. Ensuite, on a du 200 mm par seconde en 2 heures. Et du 300 mm par seconde en 2 heures aussi. Hein. Je rebondis encore une fois sur cette histoire de rapidité où on veut nous faire croire que si j'imprime en 100 mm par seconde, je vais imprimer 2 fois plus lentement qu'en 200 mm par seconde. Ce n'est pas le cas. Ensuite, au niveau des cheveux d'ange, donc on voit qu'il y a un petit peu de cheveux d'ange quand même, et surtout qu'on a ici des petits problèmes de résidus de plastique qui forment des espèces de branches d'arbres. Voilà, donc petit souci de rétractation. Ça, c'est du réglage. Donc ça peut se corriger sans aucun problème en faisant du réglage. Encore une fois, j'ai utilisé les paramétrages de base. Au niveau de l'hyper PLA, au niveau du bridging, c'est pas mieux. Là, c'est pas forcément mieux non plus. De manière générale, c'est à peu près pareil. La qualité de surface, par contre, est meilleure. Bon, on le voit pas très bien sur du blanc comme ça. Et surtout, on a un tout petit peu de cheveux d'ange, mais quasiment pas. Et on n'a pas cet effet de branche d'arbre, donc de résidus de plastique. Donc sur des parties d'impression beaucoup plus petites, avec des distances de déplacement de la buse sans extrusion, bah en fait on est bien meilleur avec de l'hyper PLA. Et là on était parti sur du 300 mm par seconde et aussi en 2 heures. Voilà, ce qui est un peu logique, puisqu'on était aussi en 300 mm par seconde. Pour finir, j'ai donc testé avec Orca Slicer. Et là, déjà, première chose, en 0,2, comme vous pouvez le voir, je peux enlever le petit cylindre. Voilà, donc tous les cylindres sont partis. Donc là, on est encore sur le PLA Creality Gris, hein, comme les tests avec Creality Printer. Au niveau des porte-à-faux, on est à peu près pareil en dessous ici et au niveau du 15 degrés. Par contre, au niveau des bords de la plateforme ici, on est bien mieux. Il y a beaucoup moins de filaments qui pendouillent. Donc ça c'est pas mal. Au niveau des cheveux d'ange, on en a plus, mais par contre, on n'a pas cet effet branche d'arbre. Voilà, et la qualité de surface est bien meilleure. Alors par contre, en contrepartie, entre guillemets, normalement j'ai imprimé en 200 mm par seconde. L'objet là, il a mis 4h15 à s'imprimer. Donc je vous rappelle, 60 mm par seconde, 3 heures. 200 mm par seconde, c'est lequel? C'est celui-là. 2 heures. Et en plus avec un brim, hein, alors que celui-là, je l'ai imprimé sans brim. Donc ça veut dire que ça a mis 2 fois plus de temps à s'imprimer. Donc c'est un petit peu normal que la qualité de surface soit meilleure. Voilà, par contre, je ne comprends pas pourquoi ça a mis plus de 4 heures à s'imprimer, alors que je suis à 200 mm par seconde. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai aussi imprimé quelques petits fantômes. C'est lesquels? C'est ceux-là. Et du coup, au niveau des fantômes, en fait, on a moins de ghosting. Alors là, c'est pareil, c'était du PETG, mais que j'ai imprimé
avec Orca Slicer. Donc voilà, il y a moins de ghosting. Mais encore une fois, ça s'est imprimé plus lentement. Bref, je reste dubitatif sur tout ça. Bon, vous savez que Creality Printer, je ne suis pas forcément super fan parce que je le trouve extrêmement long à gérer les fichiers qui sont un petit peu lourds au niveau quand il slice. Voilà, après, bon, il fait son boulot, hein, il n'y a pas de problème. Je ne comprends pas pourquoi, avec la même vitesse, je me retrouve avec 2 fois plus de temps sous Orca Slicer, mais d'un autre côté, Orca Slicer, c'est la première fois que je l'utilise. Je connais pas encore, donc il va peut-être falloir que je me mette le nez dedans un peu plus sérieusement. En tout cas, une chose qui est importante, c'est que ce soit avec Creality Printer, ce qui est normal, et que ce soit avec Orca Slicer, j'ai eu aucun problème à installer la Creality K1. Vous la trouvez dans la liste des imprimantes Creality, il n'y a aucun problème. Alors évidemment, il faut avoir la dernière version des logiciels, bien sûr. Du coup, est-ce qu'on peut en arriver à une deuxième conclusion? Je pense que la K1, au niveau matériel, est une bonne machine, mais que elle pêche un petit peu au niveau firmware, et que du coup, il y a un petit peu de boulot à ce niveau-là. Alors, je dirais pas qu'on est habitué à ça avec Creality, mais un petit peu quand même. Et le gros avantage qu'on a, c'est que Creality a une énorme communauté, et cette communauté est très active pour améliorer en fait l'expérience d'impression 3D avec les produits Creality. Donc je ne me fais aucun souci, je sais que la K1 va s'améliorer grâce à la communauté, et que du coup on va voir fleurir des paramétrages, peut-être même des firmware, pour améliorer tout ça. Voilà, donc l'important en tout cas, c'est que la machine a l'air solide, a l'air d'avoir du bon matos. Maintenant, il va peut-être falloir patienter un petit peu pour que les choses s'améliorent en termes de qualité d'impression, mais je ne veux pas non plus dire qu'actuellement c'est pourri, hein, parce que c'est pas le cas. Actuellement, on a quand même une qualité d'impression qui est tout à fait honorable. C'est juste que je pense qu'on peut faire mieux quand on voit ce que fait la concurrence. Eh bien écoutez, je remercie encore une fois Geekbuying de m'avoir envoyé cette machine, de m'avoir donné cette opportunité de vous présenter la K1, de faire une review, et puis peut-être de vous aider dans votre choix, d'achat ou pas. Et puis je vous dis à la prochaine, et d'ici là, soyez créatifs.